Je m'en ferais bien un petit canari. Non mais ça va pas, on est dimanche, t'as pas mieux à faire. Oh, on est dimanche, un dimanche parfait pour m'éclater. Oh, je l'ai échappé belle moi. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Le plaisir de vous retrouver dans la deuxième partie de Grande Gueule. Merci de votre fidélité. Merci de nous écouter à Mamou sur Fraternité FM. Du côté de Farana, c'est Bambou FM qui relaie cette émission. À retrouver bien évidemment sur Guinée114.com. Merci à tous de nous écouter également sur nos antennes régionales à Zérékoré, à Mamou, à Kindia, à Kankan, mais aussi du côté de Boké. Le journaliste Amadou Julde Diallo comparaît ce mardi. Aujourd'hui donc au tribunal de première instance de Dixine, poursuivi pour offense au chef de l'État. Julde a passé plus d'un mois en détention préventive à la maison centrale de Conakry. On lui reproche des propos assez déplacés tenus dans l'émission et de Lynx chez nos confrères de Lynx FM. Depuis, des voix s'élèvent pour dénoncer la violation de la L002 qui dépénalise les délits de presse en Guinée. Donc, il n'est cependant pas le seul journaliste guinéen à passer des jours ou semaines en prison pour des infractions parfois présumées commises par voie de presse. Certains politiques expriment actuellement leur désir de revenir à l'ancien système, jugeant la loi sur la liberté de la presse trop avantageuse pour les hommes de médias. Nous en parlons ce matin avec nos confrères. Moussa Iboun Konté, journaliste et membre de la commission de suivi du processus qui a abouti à l'adoption de la loi sur le droit d'accès à l'information publique. Sayon Kamara, journaliste et président du collectif de soutien à Amadou Julde Diallo, et Maître Salifou Biavogui, bien évidemment, c'est l'avocat du journaliste. Le procès en attente de Toumba Diakité au cœur des débats. Il est en détention préventive depuis 4 ans et jusqu'ici, aucun progrès donc véritable. Son avocat se bat pour obtenir sa libération provisoire en vain. Tous les recours semblent être épuisés alors qu'il s'inquiète pour son état de santé de plus en plus fragile. Maître Paul Yomba Kourouma veut accéder à la demande de son client d'aller se faire soigner. Nous allons l'appeler dans cette émission. Mais vous le savez, vos messages d'abord. On a un petit souci avec les tweets, mais rassurez-vous, il sera très vite réglé. Nous allons donc partir avec les SMS sur le 657 39 13 13. Et ce témoignage qui vient de tomber d'un homme en uniforme sur le premier sujet que nous avons abordé, le problème est le suivant. Il dit: bonjour Diadia, le problème est le suivant. Entre le traitement salarial d'un magistrat et un militaire, la différence est océanique, sachant que nous sommes de la même promotion que ces magistrats militaires et que certains d'entre nous d'ailleurs ont un parcours qui les dépasse. Si ces derniers sont postés, ça veut dire qu'il leur faut le même traitement que les magistrats civils. Et nous autres, il s'interroge, c'est là la crainte du ministère de la Défense. Témoignage donc d'un homme en uniforme par rapport à ce sujet ce matin. Nous partons avec cet autre message. Bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. La cherté des denrées alimentaires sur les différents marchés de la Guinée m'inquiète vivement. L'implication stricte du gouvernement afin de soulager le bas peuple. Je profite pour souhaiter un bon ramadan à tous les fidèles musulmans, mais surtout surveillons Mohamed Daouda Kamara. Il n'est pas un habitué du jeûne car les Kamaras sont comme ça. C'est Sinani qui témoigne. Donc les Kamaras sont connus pour ça. Je suis d'accord. Nous partons donc avec cet autre Maki de Dar es Salaam. Bonjour. Aujourd'hui, Amadou Julde est injustement emprisonné. Si tous les journalistes ne se lèvent pas comme un seul homme pour le défendre, ils vous arrêteront l'un après l'autre. Mamadou Silla est victime de lui-même, mais dans tout cela, c'est Baouri qui fait pitié. Il a vendu sa dignité. Attention aux mots en parlant des personnes à cet internaute, c'est Maki de Dar es Salaam. Pas de débat de personne surtout. Nous partons avec cet autre SMS. Bonjour Diadia, bonjour à toute l'équipe du jour. Uniquement en s'en tenant à cette communication erronée de ce député, on se rend compte que notre Guinée est gouvernée par une oligarchie qui a réussi à plomber toutes les institutions au solde d'une personne qui n'est rien d'autre que le PRAC, un chef de file de l'opposition
qui ne s'oppose que si ses intérêts sont en jeu. Dommage. Il le dit donc, ce message qui n'est pas signé. Nous partons avec cet autre qui tombe à l'instant. Salam alaikum, les grandes gueules. Bonne suite de Ramadan au vaillant peuple de Guinée. Malgré la cherté de la vie, un opposant qui ne critique pas est une tortue sans carapace. Si Mamadou Sylla réclame forcément un budget que le président Alpha Condé lui offre par ses propres moyens, un salut fraternel à l'inspecteur Moussa Moïse en mode Aoussa aujourd'hui. Nous allons continuer donc avec vos SMS ce dernier. Bonjour les GG. Bon Ramadan à tous les fidèles du monde. Avec cette histoire de 500 millions, une opposition ne sera jamais indépendante. Soyons sérieux dans ce pays. Signé Jules Defogo depuis Solo Primo. Bonjour Espace, moi c'est CC Jean-Louis Lois depuis la cimenterie. Je souhaite un bon mois de Ramadan aux fidèles musulmans du monde et de ma chère Guinée. Cet autre, salut les grandes gueules. Le gouvernement guinéen doit diminuer son train de vie car avec ce train de vie de luxe, il sera très difficile d'économiser de l'argent pour développer le pays. Doboyowo depuis Bentouraya. Nous partons avec cet autre message, toujours dans le cadre des réactions à l'émission. Bonjour ma radio, Madame Hiro, c'est en Guinée seulement qu'on peut former un militaire et l'abandonner dans la rue. Je suis militaire, j'ai suivi ma formation commune de base à Kalia au compte de l'environnement, mais hélas, depuis qu'on est sorti du camp, ça fait 6 ans, jusqu'à présent, on n'a pas été gradé. Nous avons payé l'argent, 70 000 francs guinéens pour notre riz. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu ni le riz. Il dit si le riz sort, le ministre Oye Guilavogui s'accapare de notre riz. Si vous ne me croyez pas, donnez mon numéro à M. Moussa Moïse pour le reste des informations. Signé donc par Traoré, c'est un témoignage accablant qu'on pourrait peut-être approfondir après cette émission. Nous partons avec ce dernier message. Bonjour les GG. Il faut reconnaître que les journalistes guinéens ne sont pas unis. Surtout, c'est des privés. Quand on dit manifestation pour soutenir un journaliste, là où tu connais, il y a plus de 500 journalistes, tu verras que 40 personnes. Certains pensent que l'article va... c'est un peu... si vous ne vous appliquez pas, c'est compliqué de lire les messages. On va donc continuer cette émission, Jacques Lewa Leno. On a le grand frère en studio pour parler justement de la L002. Moussa Iboun Konté, il est avec nous en studio. Bonjour, doyen. Bonjour Moussa Hiro. Bienvenue. Bonjour à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Bien. Bonjour Allez-y. chers confrères et chers consoeurs présents dans ce studio. Alors c'est bien sûr par rapport à cette actualité autour d'abord de la comparution ce matin d'Amadou Djoulde Diallo. Il a fait plus d'un mois de détention préventive. Le procès démarre donc aujourd'hui. Avec quel sentiment vous accueillez d'abord tout le processus qui est en train d'accompagner, n'est-ce pas, ce sujet depuis mars? Bon, je suis heureux que vous posiez la question sur ce format-là, parce que ça me permettra d'explorer la loi 032 sur la liberté de la presse. Parce que ce qu'on reproche à M. Djoulde, certes, c'est un délit que commis par voie de presse, et à la matière, c'est la procédure liée à la liberté de la presse qui doit être observée. Mais à l'analyse de la loi sur la liberté de la presse, et surtout si on se réfère à certaines dispositions contenues dans la loi sur la liberté de la presse, on se rendra compte que le statut de M. Djoulde pose problème. Ça, c'est le premier niveau d'analyse. Le second niveau d'analyse, c'est qu'il faut remarquer aussi que c'est dans le seul cas que le procureur de la République peut s'autosaisir, même en cas d'injure d'offense envers les chefs d'État étrangers, les chefs de gouvernement et des membres du gouvernement des pays étrangers, même en cas d'offense et injure envers le député et tout fonctionnaire de l'État ou n'importe quelle personnalité de notre pays. C'est sous la base de la plainte de l'intéressé que la justice convoque la personne mise en cause. Donc c'est seulement dans le cas concernant le président de la République que le procureur peut s'autosaisir. Alors quand vous lisez l'article 128 jusqu'à 146, vous vous rendrez compte qu'il y a un problème à ce niveau. Il y a un vide juridique. Certes, il y a la détention préventive, mais dans la loi, sa durée n'est pas déterminée.
Alors quand c'est dans ce cas de figure-là, je pense qu'on peut faire appel au juge, parce que la bouche du droit, c'est le juge. Je crois que s'il y a un vide, la responsabilité n'incombe pas au prévenu. La responsabilité n'incombe pas à la mise en cause, mais plutôt à l'État. Donc, moi, il y a une précision que je veux avoir dans vos propos. Vous dites que le statut de Amadou Djoulde pose problème. En quoi ça cause problème? Est-il journaliste ou pas? En fait, du point de vue de la définition de la loi sur la liberté de la presse, même tous les responsables des médias, il faut dire qu'ils ne sont pas pris en compte en matière de protection par la loi de la liberté de la presse. C'est-à-dire, les responsables, les directeurs des radios, les fondateurs des radios ne bénéficient pas des privilèges de juridiction prévus dans la loi sur la liberté de la presse. Il est dit dedans, c'est toute personne diplômée d'une école de journalisme ou bien toute personne titulaire d'un diplôme de licence dont l'activité principale, régulière et rétribuée consiste en la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. Et c'est là, il faut que vous soyez dans un cadre qu'on appelle l'organe de presse. Alors, quand vous prenez aussi une faute facette de cette loi, on prend en compte aussi ceux qui n'ont pas fait l'école de journalisme, mais à condition que ceux-ci aussi fassent 2 ans d'exercice de la profession dans une rédaction légalement constituée et sanctionnée par une validation du directeur de publication, au directeur général, l'éditeur de l'organe de presse. Pour marquer, pour prouver que la personne a acquis de l'expérience dans le cadre de le traitement et la diffusion de l'information. Alors, l'autre question, vous l'avez abordée. Aujourd'hui, Amadou Djoulde Diallo, il est dans cette situation. On l'accuse d'offense au chef de l'État. Et de l'autre côté, vous avez parlé de la saisine par le procureur de la République. La loi L002, c'est vrai que de l'autre côté, il y a une autre loi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un fossé là? Parce qu'il s'est exprimé par voie de presse, de toute façon. C'est ce que vous êtes en train de dire, quoi. Je voudrais insister sur le fait que la loi 002 ne protège que des journalistes. Ça ne protège que des journalistes. Alors, si vous remarquez, vous remontez dans le temps. Pas par voie de presse. Non, lorsque le délit est commis par voie de presse. Par voie de presse ou simplement le parce journaliste. Que même. Écoutez, quand un journaliste. Le délit, c'est à ce niveau. Justement, pourquoi la quasi-totalité des leaders d'opinion se retrouvent aujourd'hui en prison? Mais tous ne sont pas arrêtés pour les mêmes faits. À cause des délits d'opinion. Non, pas tous. Attendez, je vais finir. Pas tous, monsieur Iboun. Je crois que je vais finir. Attendez, je vais finir. Je dis une fois encore que la loi L00 ne protège que les journalistes. Alors, quand le journaliste se rend compte d'un délit de droit commun, c'est-à-dire commun, le vol par effraction, est-ce que c'est la loi sur la liberté de la presse qui s'applique? Non. Non, mais pour le cas Amadou Djoulde Diallo, on parle de dépénalisation des délits de presse. Mais ça même, ça pose un problème. Quand un journaliste vole. Non, la dépénalisation des délits de presse, c'est une dépénalisation. C'est une dépénalisation. C'est une dépénalisation. Attendez, c'est une dépénalisation partielle même des délits de presse. Moi, je n'utilise jamais la dépénalisation des délits de presse. Parce qu'il n'y a pas de privation de liberté, mais il y a des sanctions. La peine d'amende est une condamnation. Votre casier judiciaire est entamé. Donc je ne parle jamais de la dépénalisation des délits, je parle de la dépénalisation partielle des délits de presse. Je dis une fois encore, la loi sur la liberté de la presse pose problème. Parce que nous-mêmes, on est responsable de tout ce qui arrive à cette loi. Parce que, écoutez, on est en train de lever la carte d'identité professionnelle du journaliste. Ouais. Mais les journalistes se sont entendus avec la haute autorité de la communication qu'on exclut le contrat de travail. Et que parce que si on maintient le contrat de travail, certains patrons vont refuser que leur journaliste ait la carte de presse. Est-ce que cela peut... Est-ce qu'il y a une entente autour de ça? Il y a une entente parce qu'il y a une décision à la haute autorité de la communication et ça a été adopté là-bas. Quel est le journaliste qui a dénoncé ça? Personne n'a dénoncé. Est-ce qu'il y a eu des levées de boucliers comme ça? Non. Ici, nous, on a présenté des contrats de travail à l'AFO. Donc, il y a beaucoup de journalistes qui se retrouvent aujourd'hui sans contrat de travail qui vont avoir la carte de presse. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retrouver sur le terrain, ils vont se rémunérer sur le terrain de reportage, ils vont chercher à avoir des gratifications. Alors, je vais revenir sur le cas de Djoulde. Je voudrais dire ceci, qu'au moment où le problème de Djoulde est pendant devant la juridiction, il faudrait aujourd'hui qu'on pense qu'au moment où on parle, on est en train d'établir l'état de la liberté de la presse à travers le monde. Donc, les gens ne vont pas chercher à savoir que ce qu'on lui reproche est fondé ou pas. On va dire que c'est un journaliste qu'on a injustement emprisonné. Et ça fait plus de 40 jours qu'il est en prison. Il y a Ibrahim Assadio qui y est aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il
faudrait que cela bénéficie. Moi, je pense que parce que le combat aujourd'hui, en tout cas tous ceux qui se sont exprimés sur ce sujet, ce n'était pas de dire il faut libérer Djuldé tout simplement, mais c'était de dire il faut le juger il faut aller au procès et respecter la procédure, le juger sur la base de la loi sur la liberté de la presse. La question, elle est là aujourd'hui parce que les gens ont très vite mis en avant le délit, ils l'ont considéré à tel point qu'ils pensaient qu'il fallait peut-être recourir au code pénal. Non, moi je ne veux jamais, parce que là, il y a eu ce débat-là. Il y a même un acteur de la société civile qui a évoqué le code pénal, l'une de ses dispositions. Il y a l'autre aussi qui a cité une disposition qui n'est pas dans la loi sur la liberté de la presse. Je dis une fois encore, et quand on prend l'article 54, 76, 77 et suivant de la loi sur la liberté de la presse, je crois que quand vous regardez à l'intérieur, vous verrez les différentes journalistes qui sont pris en charge par la loi. Dans le micro, parlez. Voilà. Vous verrez les différentes corps de journalistes qui sont pris en charge dans la loi. Et vous verrez que tous ceux qui font de la communication institutionnelle, tous ceux qui ne relèvent pas d'une relation légalement considérée, du point de vue de cette loi encore, je refuse de rentrer dans le sentiment, je refuse de mentir ici, ne sont pas pris en compte par la loi sur la liberté de la presse, ne bénéficient pas des privilèges des juridictions prévus dans la loi sur la liberté de la presse. Parce que vous-même, vous donnez l'impression d'être le temple de la vérité, donc on est obligé de se dire la vérité ici. Dans ce cas, l'appréciation peut faire défaut. On a vu le doyen Souleymane Diallo du journal Le Lynx, qui est patron de médias et qui a été jugé finalement sur la base de cette loi, la L002. Les grandes gueules. Si vous avez compris. Lorsqu'il était en conflit avec la loi, non, si vous avez compris. Non, en fait, il n'est pas le seul. Non, il y a les journalistes de Nostalgie qui ont également été jugés sur voilà, mais ceci, bon, quand vous prenez les journalistes de Nostalgie, l'équipe d'Africa 2015, ils exercent la profession. Et quand vous prenez Diallo Souleymane, le cas de Diallo Souleymane précis, je vais m'attarder là-dessus. Souleymane n'a pas été convoqué. Souleymane a dit qu'on ne peut pas convoquer ses employés et que lui reste indifférent. Il a rejoint l'équipe. Aucune convocation n'a été notifiée à M. Diallo Souleymane. Aucune. J'étais dans le collectif qui a suivi le dossier et qui a défendu ce dossier. Je dis une fois encore, il y a un vide juridique qu'il faut corriger. Aujourd'hui, je pense qu'on peut se mettre en ordre de bataille pour dire que dans la loi sur la liberté de la presse, il y a des insuffisances. Maintenant, pour ce cas de figure, parce qu'il faut dire qu'il y a les grandes gueules. Il y a un corps de métier qui est protégé, c'est bien les journalistes. Alors, mais ce niveau-là, pourquoi il n'y a pas un délai défini dans le cadre de la détention préventive liée à la liberté de la presse en cas d'offense au président de la République? Il faudrait qu'on arrive à fixer un délai. Et c'est pourquoi vous vous rendrez compte qu'à cette loi sur la liberté de la presse, il y manque de tests. Et l'autre vise de forme. Depuis très longtemps, attendez, depuis très longtemps, et depuis très longtemps, on a plaidé pour qu'il y ait des tests d'application à la loi sur la liberté de la presse. Il y a tellement d'insuffisances, même la dernière loi sur la haute autorité de la communication. Est-ce que la mission du législateur, c'est de créer des cloisonnements dans un pays? Non. Quand on fait la loi, c'est pour tout le monde. Et dans cette nouvelle loi sur la liberté, sur la haute autorité de la communication, on dit que le secrétaire général du collège doit venir des médias d'État. Est-ce qu'une loi doit être légiférée comme ça? Non. Donc il y a tellement de danger. L'autre vice de forme, Moussa Iboun, c'est les conditions d'arrestation de Djuldé, qui a été arrêté pendant qu'il pratiquait son sport habituel. Sans convocation préalable. Même si Fabou Camara a tenté de dire récemment qu'il avait reçu 2 convocations et qu'il n'avait pas répondu à ces convocations-là, chose que l'avocat a démenti formellement. À ce niveau, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette forme d'arrestation du doyen? Bon, moi, je condamne cela parce que pour moi, les gens qui appartiennent à ce corps de métier font partie de l'élite de ce pays. Je crois qu'il y avait une autre manière de le faire venir devant le juge que celle-là. Franchement, je déplore cela parce que tout cela peut porter atteinte à l'image de notre pays. Mais je dis une fois encore, je ne me réjouis pas de ce qui arrive au doyen Amadou Djuldé, mais je voudrais que chacun d'entre nous se battre pour maîtriser le contenu de la loi sur la liberté de la presse. Parce que quand tu lis les dispositions qui sont dans la loi sur la liberté de la presse, je pense que ce ne sont que des journalistes, vous qui exercez la profession, vous qui faites la collecte, le temps, la diffusion de l'information, qui sont protégés. Si quelqu'un d'autre, par exemple, quiconque n'exerce pas la profession, s'il tombe sous le coup de la loi, j'avoue que ça dépendra de l'intime conviction du procureur de la République.
Et on est dans ce cas de figure. Mais le doyen exerce-t-il la profession ou pas, le doyen Djoulde? Je crois qu'il exerce bien. Ah, mais il relève de quel organe, s'il vous plaît? Il peut être journaliste indépendant. Il est journaliste indépendant. Il peut être indépendant. Et je crois qu'il produit parfois des articles de presse, même sportifs. La loi, il fait partie d'une association de journalistes sportifs internationale. Attendez, ce que la loi dit, il faut que vous fassiez des publications. Même un journaliste indépendant, qu'on appelle freelance, qui n'est pas attaché à une rédaction, fait des publications, fait des reportages. Vous avez aussi les reporters réalisateurs, vous avez des producteurs audiovisuels, vous avez des caméramans, vous avez des photographes qui sont pris en compte dans la loi. Et les gens là, on leur fait obligation de signer leur production. Alors, je voudrais je ne suis pas en train de dire que ce qui arrive à Dieu, je ne voudrais pas que la même chose arrive demain à un des responsables de nos médias. C'est pourquoi je t'entends parler. Et puis, le collectif qu'on a mis en place, pourquoi on n'a pas élargi. À vous écouter, on a l'impression que ce n'est pas un journaliste qui a été arrêté. Que ce n'est pas un journaliste qui a été arrêté. Non, je vous entends de dire quelque chose. Bon, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, je suis en train de dénoncer un état de fait parce que cela fait l'objet de presque de l'individuation de tous. Il y a beaucoup d'entre nous qu'on appelle journalistes. Doyen, la question est précise. Le doyen Amadou Djoulde a été connu au service des sports de la RTG. Non, il a même eu des problèmes. Il est journaliste. Il est toujours, je crois. Il est journaliste et historien. Je suis en train de dire, moi je suis en train d'interpréter l'esprit des dispositions 54. Non, mais à vous écouter, vous ne répondez pas à notre 78. question. On a l'impression à vous écouter que le doyen n'est pas journaliste. Non, je suis pas. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, le statut que M. Amadou là, parce que le dernier poste que M. Djoulde occupait jusqu'à son arrestation, il était conseiller chargé de la communication de M. KPC. Alors, moi, je suis en train de dire une chose. Je ne veux pas que quand face au juge, que je sois pris au dépourvu, que je sois en position de faiblesse. Je suis en train de dénoncer un état de fait. Et cela peut arriver à chacun d'entre nous. Mais vous faites de la langue de bois ce matin. Il faut le reconnaître, doyen, parce qu'il est journaliste, il exerce au sein des équipes membres de la CAF. De la CAF, des équipes sportives. Madame, une fois encore, la loi dit qu'il faut que vous soyez dans un organe de presse. C'est ce que la loi guinéenne dit. Donc ça ne prend pas en compte ceux indépendants. Il y a des journalistes indépendants. Les journalistes indépendants signent leur production. Ici, on leur demande de signer leur production. Prenez l'article 77. Prenez l'article 77, il y a l'année 2 ou 3, vous allez voir. Il est dit dedans qu'il faut que ces gens-là même signent leur production. Mais Djoulde fait beaucoup de production, il fait des tribunes. Mais est-ce qu'il signe? Il les signe. Il les signe. Donc s'il les signe. En tant qu'historien, on sait qu'il fait des productions. En tant que journaliste, il fait parfois. Attendez, Kourouma, s'il signe ses productions, il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a pas de doute sur le statut là-dessus. Mais nous parlons ce matin des conditions dans lesquelles il a été arrêté. Et sur la loi sur la base de laquelle on veut le juger. Parce que c'est un journaliste reconnu par toute la Guinée et même à l'étranger qui a été arrêté. Et vous savez bien que la loi dit que pour arrêter un journaliste et le juger, il y a des procédures qu'il faut respecter. Et à ce niveau, on a l'impression qu'on ne veut pas la respecter. Non, moi je ne suis pas en train. La procédure a été respectée. Je suis en train de vous dire que c'est dans le seul cas que le procureur peut interpeller quelqu'un là, la mise en cause, et tenir l'intéressé en garde à vue. Maintenant, moi, mon problème à ce niveau, c'est que la loi vous allez continuer dans un instant, doyen. On va aller sur le terrain avec Maître Salifou Béavougui qui est en direct chez les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Bonjour, Maître Béa. Madame Oussaïro. Bienvenue à cette émission, Maître. Le procès donc s'est ouvert ce matin. Rassurez-nous dans quelles conditions les débats ont démarré et cette question sur toutes les lèvres, quelle loi le juge a brandi pour entendre, n'est-ce pas, notre confrère? Oui, je vous remercie. Vraiment, c'est une audience exceptionnelle. Sinon, aujourd'hui, nous sommes conviés pour nos vaccins, mais la liberté est trop ce qu'elle est. Nous avons accepté de venir à cette audience. Notre client est arrivé dans la salle d'audience aux environs de 10h15 et à 10h30, l'audience commence. L'audience vient de commencer à peine. Il est à la barre maintenant là. C'est votre appel qui m'a fait sortir. Bon, il n'y a pas mille chemins, hein. C'est la loi sur la liberté de la presse. C'est sur la base de cette loi que l'inculpation est posée, qui n'est autre que l'offense au chef de l'État. Bon, il a rejeté les faits et puis à l'instant T, il est en train de donner les explications et puis entre-temps, vous m'avez appelé. L'atmosphère est bien, tout se passe très bien et le collectif d'avocats est également là. Alors,
Vous parlez de la loi sur laquelle il est jugé. Aujourd'hui, il est entendu la loi sur la presse, la L002. Mais est-ce que cette loi L002 prend en compte l'élément qui est retenu contre lui, l'offense au chef de l'État? Oui, effectivement, la loi 002 prévoit l'offense au chef de l'État. Justement, c'est dans cette seule loi, d'ailleurs, qu'on peut parler d'offense au chef de l'État en dehors de toute autre disposition légale. Donc, il est maintenant à la barre et en train de donner la version des faits. Et nous pensons que tout se passera bien. Parce que nous-mêmes, nous sommes foncièrement contre sa détention. Parce qu'en la matière, la détention n'existe pas en réalité juridiquement. Alors, la détention n'existe pas en réalité, mais est-ce que, puisque vous dites que c'est sur la base de la loi L002 et de l'autre côté, il y a l'offense au chef de l'État, il a été retenu, est-ce que garde à vue, prolongé ou pas, mais est-ce qu'il y a une disposition qui limite dans le temps, vous qui êtes son avocat, qui limite dans le temps cette garde à vue? C'est pas une garde à vue. Pour être il est en prison. Dans l'esprit de la loi, il y a des infractions dans la loi sur la liberté de la presse qui peuvent entraîner la détention préventive. Mais encore faut-il que ces faits soient d'une certaine gravité, telle que l'atteinte à la sûreté lorsqu'un journaliste est impliqué dans une infraction de ce genre. Vu la gravité des faits, on peut toujours maintenir momentanément la personne mise en cause en détention préventive. Bon. Et lorsque aussi la personne ne présente aucune garantie de représentativité, alors on peut toujours la maintenir à la disposition de la justice. Mais notre client n'est plus à présenter. Il est certes poursuivi pour offense au chef de l'État. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Aucune raison ne justifiait qu'on l'amène en prison. Ça ne se justifie pas. Dès lors que d'ailleurs la sanction maximale, c'est 5 millions d'amende, au pire des cas, ce montant, il aurait même pu le consigner au greffe pour éviter d'être en prison pendant 34 ou 35 jours. Donc, c'est triste. Alors, c'est triste vous trouvez. Qui ne colle pas avec la loi. Alors, qui ne colle pas avec la loi. Amadou Julde Diallo, aujourd'hui, nous tous le connaissons journaliste. Est-ce qu'il est présenté comme journaliste ou il est présenté sous autre identité à la barre? Il est présenté dans cette salle comme journaliste de son État. Cela ressort même des qualités du dossier. Et les faits poursuivis contre lui sont poursuivis sur la base de la loi sur la liberté de la presse. Dès lors que d'ailleurs l'infraction commise a été commise par voie de presse, ne pas sans savoir que c'est au cours d'une émission qu'il a accordée à la radio de Lynx FM que les faits se sont avérés répréhensibles. Mais une fois de plus, on aurait gagné en temps, on aurait gagné en économie, on aurait gagné en bonne administration de la justice si on le laissait partir et on le citait directement devant le tribunal par voie de citation directe. Toutes les infractions généralement qui se commettent par voie de presse, c'est la citation directe qui est mieux indiquée. On ne va en prison que lorsque vraiment on veut fatiguer la personne mise en cause. Et nous n'allons pas accepter, il faut qu'on mette fin à cette souffrance. Nous allons nous battre vraiment pour qu'il soit libéré le plus rapidement que possible. D'accord. Maître, cette loi L002, les délits par voie de presse, dites-nous, elle s'applique à qui concrètement? Est-ce que les acteurs politiques aussi sont concernés par cette loi? Est-ce que s'ils commettent des délits par voie de presse, on doit appliquer la loi sur eux également? Oui, bon, on parle de délits de presse. Chaque fois qu'une infraction est commise par voie de presse, mais principalement d'abord les journalistes. Les journalistes, c'est une loi spéciale qui s'applique spécialement aux journalistes et qui réglemente leur profession sur le plan pénal. Bon, il peut y arriver qu'il y ait des complices. Il y a des complices, c'est le dossier de la nostalgie, par exemple, avec la religieuse de Saint-Joseph de Cluny. Les 3 journalistes étaient là, leur invité également était là. Tout récemment, le dossier de M. Suleiman Diallo,
lorsque Mme Condé des États-Unis avait accordé avait une émission, les journalistes avaient été poursuivis. Donc c'est une loi qui s'applique à tous dès lors que l'infraction est commise strictement par voie de presse. Ce procès se tient aujourd'hui, Maître Salifou Beyavogui. Quelles sont les chances? Parce que vous avez dit que le fait de le détenir, de le garder pendant plus d'un mois est une violation de la loi. Est-ce que vous avez de l'espoir qu'il puisse s'en sortir sans condamnation qui le priverait de sa liberté? D'abord, il faut remercier le bon Dieu que le procès ait finalement lieu. Cela n'a pas été facile. Hein. Vous savez, il y a toujours d'autres forces qui auraient souhaité qu'il continue à rester dans cet état. Mais grâce à la mobilisation des uns et des autres, et de tous, surtout vous de la presse, finalement on a décidé de le faire passer à la barre. Et à la barre, nous connaissons déjà la peine maximale, c'est 5 millions d'amende. Ça c'est même au pire des cas. Si par extraordinaire, le juge venait à le retenir coupable, c'est cette peine qui va s'appliquer, mais il sera libéré. Il n'y a aucune raison juridique, il n'y a aucune disposition de la loi qui peut le maintenir en prison. Donc le procès va se tenir, mais l'aboutissement est qu'il sera libéré et nous ferons face à l'amende. Et cette amende ne sera payée qu'après que toutes les voies de recours aient été utilisées éventuellement devant la Cour suprême. Bien, Maître Salifou Beyavogui, avocat du journaliste Amadou Julde Diallo, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout dans le monde. On continue cette émission. Moussa Moïse Silla qui nous a rejoint dans ce studio. Alors, on va revenir à lui. Jacques Léo-Aleno, on a écouté l'avocat, Maître Salifou Beyavogui. Le procès est en cours en ce moment même au TPI de Dixine. Moi, c'est ce qui me réjouit déjà, c'est de savoir qu'on a respecté pour cette fois la loi. Donc, on le juge sur la base de la loi sur la liberté de la presse. C'est cela le plus fondamental. On ne dit pas que le journaliste est exempt de sanctions. On ne dit pas que le journaliste ne doit pas être présenté devant un juge pour un délit, un cas d'infraction qu'on lui reproche. Mais on dit tout simplement, puisque nous avons voulu que cette loi-là existe et qu'on aille vers la dépénalisation des délits de presse, qu'on puisse accepter que les journalistes et tous ceux qui commettent des infractions par voie de presse soient jugés sur la base de cette loi. Tant que cette loi elle est là, nous la voulons et je pense qu'elle est progressiste. Il faut faire avec. Bien, il faut faire avec Mafoudi Abangoura. Vous avez également écouté. Et je pense que l'autre réel problème, c'est lié au temps pris pour enclencher le procès, parce que quels que soient les cas, quand on a écouté tout à l'heure l'avocat, il disait qu'il faut remercier Dieu puisque le procès a finalement commencé. Je pense que la lutte pour que le respect, la loi soit respectée et que pour le cas des journalistes ou des personnes qui sont jugées par rapport à des délits de presse, que cela soit respecté. L'autre problème, c'est le fait de voir des Guinéens qui sont obligés de passer plus d'un mois, des semaines à attendre que le procès nous s'ouvre. Je pense que le véritable problème était là. D'ailleurs, quand on commence déjà à enclencher le procès, et quand on enclenche le procès, on saura, la loi est claire quand on sait si c'est par voie de presse ou pas. Et là, on pourra aller. Je pense que c'est l'autre réel problème qui ne concerne pas d'ailleurs que les hommes de médias, c'est tous les prisonniers guinéens aujourd'hui. C'est à la justice de corriger ce problème. C'est bien beau d'interpeller les gens, c'est bien beau de les arrêter, mais je pense qu'une fois que ces personnes sont dans les filets de la justice, le plus important, c'est d'aller rapidement à ces procès pour être situé et savoir si ces personnes sont coupables ou pas, ou de les libérer ou qu'elles purgent leur peine. Bien, avant de revenir à notre invité, le doyen Moussa Iboun, comptez Moussa Moïse, votre regard sur cette actualité. Je trouve que c'est dommage parce que après tout cela, lorsque Reporters sans frontières va encore dresser le tableau sur la liberté d'expression dans notre pays,
dans le camp présidentiel, on trouvera à redire. Pourtant, les faits et gestes de chacun d'entre nous, parce que ce qu'on oublie, c'est que c'est un ensemble. La lutte pour la protection des droits des journalistes, c'est un combat qui doit être mené sur tous les fronts. Donc, l'État peut s'étonner après un mauvais classement en pensant peut-être que lorsque quelques émissions s'expriment avec une certaine liberté de ton, comme les GG, comme nos confrères des autres médias, on estime que c'est un fait valoir. Donc rien qu'à se tenir à cela, on parle de liberté d'expression. Mais les faits qui sont commis tels que pour le doyen, je pense que ces faits-là démontrent qu'il y a encore du chemin. Nous sommes d'accord. C'est un combat permanent. C'est pas du tout une conquête qui est d'emblée faite. C'est un combat que nos prédécesseurs ont mené, nos doyens. Nous devons continuer ce même combat parce que les velléités ne manquent pas. Cela signifie que de l'autre côté, ceux qui veulent voir des journalistes en prison, pour n'importe quelle raison, continueront de remettre en cause la L002. Et en même temps, nous aussi, en tant que journalistes, cette loi nous interpelle à plus de professionnalisme et puis à nettoyer aussi devant nos différentes maisons. Et par rapport au doyen Djoldé, c'est les conditions dans lesquelles d'abord il a été pris, arrêté. Ce sont ces conditions-là qui sont à dénoncer. Ensuite, le délai qu'il a fait en prison. Parce que je pense que l'avocat l'a dit, nous était tout ce qu'on a dit, et la pression peut-être venue de l'étranger. Il ne sera pas au tribunal aujourd'hui parce que d'autres personnes avant lui attendent toujours que le procès s'ouvre. Il y en a un qui a été condamné, qui est là-bas. Voilà, mon cas spécifique. Lorsque j'avais des démêlés avec le ministère de la Défense, ce qu'on brandit tout de suite, c'est-à-dire on ne pense pas à votre statut. Ce qu'on brandit tout de suite, c'est le code pénal. C'est le code pénal. Il a fallu batailler dur avec notamment, et c'est l'occasion de saluer mes avocats qui ont travaillé à l'époque, Maître Beya et Salif, Maître Tierno Suleiman Baldé, qui ont trouvé le moyen de faire comprendre que j'étais journaliste. Qu'il fallait donc, sur cette base-là, que je sois entendu sur cette base-là. Donc, c'est un combat permanent. Il faut qu'on soit prêt à le mener face à l'État, face au pouvoir public, mais également, il faut qu'on soit capable de faire une sorte d'introspection sur nous-mêmes, sur ce qu'on souhaite faire de ce métier-là. Mais pour le cas du doyen, ce qu'il faudrait faire, c'est que la mobilisation doit être faite afin que les pouvoirs publics comprennent que voilà, il y a une loi à respecter, et pour le cas du doyen, il n'est pas normal qu'il continue de rester en prison. Parce qu'il y a eu cette pression dont vous parlez, pour revenir au doyen Moussa Iboun Konté, cette pression à l'international, cette pression du comité de soutien qui a été mise en place ici, mais quand même il y a ce manque de solidarité au niveau de la corporation doyen. Je ne sais pas si c'est votre avis là-dessus. Bon, en parlant notamment des associations de presse et d'autres journalistes même. Moi, je pense que c'est une situation que je regrette parce que les associations professionnelles de médias se prononcées sur cette situation-là. Ça ne reste que sous sans oublier le syndicat. Ça ne reste que sous la menace qui pèse sur la liberté de la presse. Parce que si ça continue comme ça, je pense que les émissions de grandes écoutes n'auront plus d'invités parce que la quasi-totalité des invités qui viennent dans ces émissions de débat sont actuellement écroués pour les délits d'opinion. C'est ce que j'ai dit toujours. Mais à commencer par la radio Lynx FM, il faut reconnaître que M. Diallo Souman n'est jamais monté au créneau pour dénoncer cela. Alors que M. Diallo Souman est une figure emblématique, je crois qu'aujourd'hui, il devrait être en première ligne pour ce qui concerne la liberté d'Amadou Diallo. Et je voudrais aussi revenir sur le communiqué que la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest a publié sur cette situation qui a interpellé les autorités guinéennes. Je crois qu'une lettre ouverte a été adressée à M. le Président de la République et au ministre de l'Information et de la Communication, au ministre de l'Unité nationale et de la Citoyenneté, au président de la Haute Autorité de la Communication. Je voudrais profiter d'ailleurs de cette opportunité que vous m'offrez pour dire que si la confusion a prévalu jusqu'à ce niveau, il faut aussi déplorer l'indifférence de la Haute Autorité de la Communication, qui est une organisation constitutionnelle qui constitue une sorte de word-up de la chaîne de garde de la loi sur la liberté de la presse, du fait que la HAC est restée indifférente. Oui, c'est une organisation constitutionnelle. Dès l'instant où l'affaire a été judiciarisée, je ne crois pas que la HAC... Justement, pourtant la HAC s'est prononcée là-dessus. J'ai eu des informations comme quoi dans les coulisses, Yacine a joué un grand rôle. Non, dès que le monsieur a été interpellé. Même la comparution actuelle de Djoldé... Il a fait des médiations. Non, même la liberté... il a joué un rôle dans ce sens. Attendez Antoine, même pour demander la liberté provisoire, ça constitue une violation de la liberté de la presse. Il n'y a pas de liberté provisoire en matière de délit de presse.
Il n'y a même pas un début de détention. Il n'y a pas de privation de liberté. Il n'y a pas de privation de liberté. La haute autorité de la communication a plaidé pour la liberté provisoire pour Djouldé. C'est là même qu'on une violation de la loi sur la liberté de la presse. Une fois encore, j'ai dit qu'on est ici, en l'impression qu'on nous donne, et je crois que l'impression là se vérifie toujours, nous sommes dans le temple de la vérité ici. Nous refusons d'user la langue de bois quand on est dans les grandes gueules. J'ai dit une fois encore, il n'y a pas de liberté provisoire quand il s'agit des délits commis par voie de presse ou dans la presse ou par tout autre moyen de communication. Il n'y a pas un délit de liberté provisoire. C'est la citation directe. C'est la citation directe. Et la peine maximale, c'est 5 millions. Et ça ne concerne que l'offense en cas de président de la République. Et il y a aussi une autre peine. C'est quand vous faites une publication qui porte atteinte à l'honneur d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une ethnie, à une nation, à une religion déterminée, c'est 10 à 20 millions de francs guinéens. Voilà les peines maximales dans la loi sur la liberté de la presse. Pour les autres, là, c'est 1-2 millions de francs guinéens. Alors, c'est la citation directe. Il n'y a pas de détention préventive. Dernière question. Comment comprendre alors cette position, cette attitude de la HAC? Bon, en fait, moi, je me dis une fois encore, la conséquence, c'est la nouvelle loi sur la haute autorité de la communication. Du fait que le président soit nommé et qu'il ne soit pas élu. C'est ça. Il n'est pas indépendant. Il n'est pas indépendant et il subit une influence de la présidence de la République parce qu'à tout moment on peut le lever de ses fonctions. Alors il est obligé de veiller sur les privilèges liés au poste, comme ça se passe dans tous les organisations. Ce n'est pas l'information que j'ai au sujet de la HAC. Non, au sujet de la HAC, il faut apporter la précision. On a eu le doyen Yacine comme invité. Il nous a dit qu'à partir du moment où le journaliste est saisi, ils ne peuvent que faire des médiations. Et je pense qu'il a beaucoup contribué dans cette médiation-là. Bien entendu, il ne pouvait pas s'afficher comme le comité. Mais c'est que le doyen dit aussi est juste. Ce que M. Iboun dit est une réalité. C'est une réalité. Ce qu'il dit est une réalité. C'est qu'on ne doit pas plaider pour obtenir une liberté parce qu'il n'y a pas de privation. C'est pas prévu par la loi. Quand vous êtes dans un pays où on viole la loi, non, c'est pas possible. Je pense aussi parce que le monsieur Baka Yacine Diallo, juge d'une grande estime au milieu professionnel. Et je crois que M. Yacine doit avoir en tête qu'après la HAC, il peut rebondir ailleurs. Il doit marquer son passage à la haute autorité de la communication. On a vu Gassama ici. Comment ça jugeait d'une certaine liberté de ton, il n'a jamais été démis de ses fonctions. Je crois qu'il faut assumer ses opinions. Quand on est à un niveau de responsabilité, il ne faut pas avoir peur de perdre des privés liés au poste. Et surtout, si vous êtes compétent, si on vous enlève, si vous allez rebondir d'ailleurs, vous allez vous faire appel au niveau international. Je dis une fois encore, la haute autorité de la communication ne devra pas plaider pour la liberté provisoire. Parce qu'en plaidant pour la liberté provisoire, on a reconnu la culpabilité d'Amadou Diallo. Voilà. Bien, Moussa Iboun Conté, journaliste, merci d'être passé dans ce studio. Les grandes gueules. Bien, l'émission continue. On a au bout du fil Maître Paul Yomba Kourouma, Jacques Lewa Leno, il est l'avocat de Toumba Diakité, détenu à la maison centrale de Conakry. Maître, bonjour. Bonjour. Allô, Maître, vous nous entendez? Oui, je vous reçois. Bien, bonjour et bienvenue chez les grandes gueules. Merci. Alors, on parle de détention préventive. Celle de votre client me semble la plus longue ou l'une des plus longues. Aujourd'hui, vous nous apprenez que vous avez presque épuisé toutes les voies de recours. Qu'est-ce qui vous reste donc à faire pour obtenir la libération pour laquelle vous vous battez? Parce que vous dites que votre client doit pouvoir se faire soigner. Oui, Toumba Diakité, comme nous le savons tous, subit un traitement inédit. Et nous avons dénoncé l'arrestation de Toumba. Son incarcération à la maison centrale de Conakry ne se justifie plus dès lors que son mandat de dépôt n'a pas été du tout renouvelé au point que ceux qui le détiennent maintenant n'ont ni titre ni qualité pour le faire, parce que non nanti d'un titre de détention le concernant. Donc, sa détention à ce jour est arbitraire. Toumba a subi une injustice, une marginalisation, une ségrégation, un traitement vraiment qui est très partial de la part des juges en charge de son dossier. Il est inculpé au même titre que nombre de ses pairs, mais il est le seul à ce jour à être détenu. Et au cours de cette détention, en tant que militaire, privé de tout mouvement, de tout sport, de toute liberté de mouvement au sein de la maison centrale,
il a développé une pathologie qui a été détectée par un collège de médecins qui a fait des recommandations à l'attention du ministère de la Justice. Et jusque-là, Toumba n'est pas pris en charge. Il est là donc, il est renvoyé depuis 3 ans, il est renvoyé devant le tribunal criminel pour être jugé. Là aussi, le jugement ne s'annonce pas. Alors, il veut se faire soigner, mais jusqu'à ce jour, Toumba n'a bénéficié d'aucun comprimé. Même d'un soin infirmier, il n'en a pas bénéficié. Il opère aujourd'hui par automédication et la prise habituelle du médicament par lui est préjudiciable. Maître Paul Yomba, il y a quand même, vous dites même d'une infirmerie, il y a quand même une infirmerie à la maison centrale. Oui, mais il n'a pas accès. Aucun infirmier ne l'a approché. Aucun infirmier ne l'a approché. Avez-vous fait la demande? Comment? A-t-il fait la demande, parce que vous êtes son avocat, avez-vous fait la demande pour qu'il puisse être ausculté par ces infirmiers de ce côté? Oui, mais le ministre Cheikh Sako en son temps avait dit que Toumba n'irait jamais se faire soigner. Et dès lors, tout le monde a croisé les bras et même l'infirmerie de la place, les juges d'instruction en charge de son dossier n'ont jamais daigné accepter que Toumba sorte, même escorté, pour aller se faire examiner. Au point que, sincèrement, la situation de Toumba aujourd'hui est très alarmante puisque personne n'ose toucher à son dossier. C'est pourquoi nous avons saisi les juges, le tribunal de première instance de Dixine pour constater que son mandat de dépôt n'a pas été renouvelé et d'en tirer les conséquences de droit, à savoir sa mise en liberté pure et simple. Le tribunal a constaté, mais n'a pas voulu tirer les conséquences par peur. Et nous avons saisi la cour d'appel de Conakry qui a confirmé le jugement de la démarche du tribunal de première instance de Dixine. Et aujourd'hui, nous sommes devant la Cour suprême qui devrait ce jour-là, mardi 13 avril, rendre son délibéré dans cette affaire. Parce que quand même, il faut dire qu'à ce niveau, les débats ont été très enrichissants. Le ministère public nous a rejoints à constater que la détention de Toumba était arbitraire. Les conditions de forme et de fond nécessaires pour saisir la Cour ont été vraiment exécutées par les avocats. Et nous croyons que si la Cour devait siéger aujourd'hui, que Toumba serait situé sur son sort et que nous espérions que cette décision de mise en liberté devrait pouvoir intervenir à ce jour. Maître Paul Yomba, Toumba Diakité a été arrêté quand même en décembre 2016 et pour un dossier important, retentissant, dont tout le monde attend le dénouement. C'est-à-dire, on parle de Toumba, mais on parle aussi des victimes. Certaines d'ailleurs se sont résignées au silence parce qu'elles vivent avec les séquelles. D'autres sont décédés avec les séquelles de ce massacre qui s'est déroulé au stade du 28 septembre de Conakry. Alors, ma question c'est de savoir pourquoi est-il aussi compliqué pour la justice de notre pays d'organiser un tel procès? Qu'est-ce qui bloque? À un moment donné, on nous avait dit qu'il y avait de l'espoir, que le gouvernement avait émis l'intention de débloquer pas moins de 20 milliards de francs guinéens, parce que j'ai entendu qu'il faut construire un nouveau tribunal, il faut des enquêtes et autre chose. Mais depuis quand même des années, le monde attend que ce procès se tienne. Fatou Bensouda n'a pas fait moins de 16 déplacements sur la Guinée, rien que pour ce procès. Et jusqu'à présent, on n'a pas vu le bout du tunnel. Plus de 10 ans après. Oui. Votre constat est le nôtre. Sincèrement,
le monde judiciaire, l'opinion publique nationale, internationale, toutes les personnes éprises de justice et de paix, d'égalité, se demandent à ce jour, se posent à ce jour les mêmes questions. Pourquoi le dossier de l'instruction étant clos, l'ordonnance de renvoi rendue et la compétence attribuée au tribunal criminel de Dixine, le dossier jusqu'à ce jour ne peut être jugé. On ne peut pas subordonner le jugement, l'examen de cette affaire à la construction d'un quelconque édifice. Le peuple de Guinée a connu de grands procès, des procès retentissants où toute l'humanité progressiste était mise en haleine. Mais ces jugements ont eu lieu dans la salle ordinaire des audiences de la Cour d'appel de Conakry. Il y a eu le procès du professeur Alpha Condé lui-même. Il y a eu celui de la mutinerie du 3 février 1996. Il y a le procès des gangs. Il y a l'attaque du domicile du professeur. Et tant d'autres solennités judiciaires qui ont eu lieu à Conakry, et le droit a été dit dans tous les cas. Nous nous demandons dans ce cas particulier pourquoi ce dossier souffrirait-il quant à son examen. Toumba est rentré au bercail. Il a dit tout ce qui le concerne en ce qui concerne, il a dit sa part de vérité en ce qui concerne les charges débitées contre lui. Il a fait des dénonciations, il a cité des têtes. Oui. Penserez-vous à un manque de volonté politique par rapport à l'ouverture de ce procès, maître, pour terminer? Je crois qu'il n'y a aucune intention de la part, puisque la justice est un pouvoir à part. Alors, du côté du pouvoir judiciaire, il n'y a aucune volonté de tenir ce procès. Il n'y a aucune volonté parce qu'en définitive, il n'y aura que Toumba à être jugé. Tous les autres sont dehors, ils sont perchés à de hauts postes de responsabilité, ils jouissent de tous les avantages, de toutes les indemnités, de toutes les décorations dues à leur rang. Donc les ramener pour être jugés ne serait que des opérations de façade. La seule victime expiatoire qui sûrement les échappera, c'est Toumba. Il ne fait absolument rien de ce dossier. Merci. Il est venu pour déposer le masque, on vous l'a toujours dit. Et Toumba voudrait présenter au peuple de Guinée ses bourreaux, mais la justice ne le veut pas non plus. Maître Paul Yomba Kourouma, en tout cas, merci d'être passé dans les Grandes Gueules ce matin. C'est un plaisir de vous poser ces quelques questions. Et c'est d'ailleurs vous qui mettez un terme, votre intervention qui met un terme à cette émission des Grandes Gueules de ce mardi. Merci à tous de nous avoir regardés à la télévision un peu partout dans le monde. Merci à Mohamed Diaby qui a géré cette émission, qui a réalisé cette émission du côté de la radio, qui a géré les sons. Merci à l'équipe de la régie Cabinet Condé, Nalaï Sidibé, Mamoudou Condé, Alassane Diallo, l'homme de lui, Mafata Sano. Merci à vous tous à l'international. On vous retrouve demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.